bienvenue dans cet épisode de Femmes fédérales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Valentine Piton. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes membre des Verts, vous êtes députée actuelle au Parlement fédéral et vous vous représentez pour un nouveau mandat. Voilà, exactement. Et donc, vous faites partie des différentes candidates qui représentaient le canton de Vaud au Parlement. Je rappelle, le canton de Vaud, c'est quand même le canton qui a le canton roman le mieux représenté sous la coupole fédérale, en tout cas au niveau du législatif. Et c'est également le troisième canton le plus peuplé, donc avec le plus de représentants de la Chambre basse, derrière Zurich et Berne. Donc c'est quand même relativement important. Il y a beaucoup de candidats qui vont aller sous la coupole. Je rappelle rapidement, vous allez pouvoir vous présenter, mais vous êtes né le 18 juin 1875, c'est un peu âgé, 1975 à Neuchâtel, et donc vous êtes installé dans le canton de Vaud depuis plusieurs années maintenant. Vous habitez la région de la Tour de Paix. On est tout bon jusque-là. Et voilà, vous êtes connu notamment, je rappelle, on va commencer par cette question-là, pour le livre Une climatologue au Parlement, que vous avez sorti il y a 2 ans, je crois. Et parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené justement de passer de votre Neuchâtel natal à député ou à la Chambre basse du Parlement fédéral? Alors, ce qui m'a amené déjà du coup à vivre dans le canton de Vaud, c'est l'enseignement. J'ai un poste d'enseignement au gymnase justement dans ma région, où j'ai enseigné la géographie et l'histoire. C'est les études que j'ai faites à l'université de Neuchâtel. Et donc, mon premier objectif professionnel, c'était donc l'enseignement pour ces 2 disciplines, histoire et géographie, qui permettent vraiment de bien comprendre le monde, tant dans sa dimension temporelle que spatiale. Et ça m'a toujours beaucoup motivée. Par là-dessus, j'ai fait un doctorat en climatologie. Justement, voilà. Et je l'ai fait donc avec... Entre 2006 et 2010, c'est ça? Entre 2006 et 2010 à l'EPFL. Je l'ai fait avec Martine Rebetté. Et donc le sujet du doctorat portait précisément sur la question des relations entre forêt et climat et le potentiel de la forêt justement pour modérer le climat dans un contexte de réchauffement climatique. À partir de ces années-là, évidemment, je me suis beaucoup spécialisée sur la thématique du réchauffement climatique, ses causes, ses conséquences, ses solutions. Et j'ai vraiment beaucoup communiqué ces 10 dernières années sur cette thématique. En tant que climatologue, du coup, j'ai vraiment hautement conscience de l'urgence climatique. Et puis en 2016, j'étais vraiment animée d'un sentiment d'impuissance, d'urgence. Il y avait eu l'élection de Donald Trump aux États-Unis, donc, qui sans surprise avait fait sortir son pays, qui est parmi les premiers émetteurs de gaz à effet de serre de l'accord de Paris. Donc j'étais très inquiète en constatant cet écart entre, d'une part, les connaissances objectives de la problématique et la réponse politique qui était vraiment insatisfaisante, tant à l'échelle internationale qu'en Suisse. Et donc je me dis, bon, qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé, puisque j'ai fait beaucoup d'enseignement, beaucoup de communication, et la politique, je ne m'y étais pas encore frottée. Je me suis dit, bon, on est clairement face à des enjeux de rapport de pouvoir, rapport de force, et donc je me suis approchée des Verts vaudois, au départ plutôt dans l'idée de faire simplement de la consultation scientifique, et puis on était en 2018. J'ai pu rapidement accéder au conseil législatif de la Tour de Paix en décembre 2018. Et puis, pile une année plus tard, décembre 2019, j'entrais directement au Conseil national. Donc une campagne, une élection. Voilà, c'était assez rapide. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, en 2019, il y avait les grands mouvements, les grandes manifestations, tant violettes que vertes. Et puis, mon statut tant de climatologue que de femme m'a effectivement vraiment portée sur cette liste. Et je suis donc entrée au Conseil national au 2e tour, dès lors qu'Adèle Torrent est passée aux États. Exactement, donc vous avez pris la place d'Adèle Torrent quelque part comme autre femme vaudoise et verte également.
Voilà, à part qu'on est 3 femmes vertes. Oui, exactement, mais c'est-à-dire que voilà. voilà, il y a cette espèce de double vague, justement, que vous avez dit, donc à la fois pour les droits des femmes et à la fois pour l'inquiétude climatique, notamment avec pas mal de manifestations de jeunes, qui a porté, c'est vrai qu'en 2019 c'était assez fort, ce mouvement-là, particulièrement dans le canton de Vaud, on a vu les manifestations à Lausanne, mais pas que, et c'est vrai que vous avez eu l'occasion, voilà, première campagne en politique et première élection, félicitations, bravo, et donc c'est une question spécifique que je vais poser à vous par rapport à d'autres candidats qui n'ont peut-être pas la même expérience ou le même parcours, c'est le principe de cette émission, mais qu'est-ce que vous retenez justement de ces 4 années au Parlement qui, on va le dire tout de suite, n'ont pas été normales au vu de la situation, parce qu'on part du principe qu'en 2019, beaucoup de mouvements sociaux sur quelque chose, évidemment, 2020, alors que vous commencez votre mandat de député, voilà, vous commencez à être installé, à prendre vos marques, hop, on ferme tout, Ouais. on va pas revenir, Covid, etc. Donc qu'est-ce que vous retenez, indépendamment de ces tribulations de l'histoire, avec un grand H, qu'est-ce que vous retenez de ce premier mandat, de ces 4 premières années sous la coupole? Oui, alors il y a énormément de choses à en retenir, mais c'est vrai que c'était une législature particulièrement agitée, parce que d'une part, effectivement, elle a été interrompue brusquement alors qu'on n'avait eu qu'une seule session parlementaire normale. La deuxième a été du coup justement interrompue. Et puis finalement, tant les nouveaux élus que les anciens, en fait, se retrouvaient un peu choqués, comme l'ensemble d'ailleurs de la population, quels que soient finalement les secteurs professionnels. Tout à coup, tout se met à l'arrêt. Et puis, il y a toute la question, mais comment est-ce qu'on peut continuer de tout simplement remplir notre mission, puisque la fonction de parlementaire repose essentiellement sur la capacité à interagir les uns avec les autres, donc à se parler. Et là, effectivement, c'est quand même très compliqué, même si il y a des visioconférences qui se mettent en place, mais ça pose quand même des problèmes. J'entends aussi d'organisation et de protection des données par rapport aux séances de commission. Il n'était pas possible de les faire du coup en ligne. Donc tout ça a dû être très rapidement mis en place. Et puis très rapidement, l'ensemble de l'agenda en commission, peut-être qu'il faut que je précise que je suis à la commission de la science, de l'éducation et de la culture, à laquelle sont rattachées également les questions de numérisation, de sécurité alimentaire, le sport, le bien-être animal et les questions d'égalité hommes-femmes. Donc c'est une commission très large. Oui. Et donc ça veut dire tout ce qui concerne politique de la formation, de l'éducation, la culture, le sport, tous ces secteurs-là étaient directement impactés par les mesures Covid. Et donc, en fait, pendant plus d'une année, on a consacré la majeure partie de notre temps de travail en commission à mettre en place des mesures d'urgence pour soutenir ces différents secteurs, culture, sport. Quand tout s'arrête, on se rend compte que il y a des secteurs entiers qui risquaient de s'effondrer. Donc il fallait très vite trouver un moyen de les soutenir pour les faire perdurer. Et puis pour ce qui est de l'école, évidemment, tout un tas de questions aussi liées à l'école, à la maison, qui a été fait dans un premier temps, qui a révélé aussi des problématiques. Finalement, cette pandémie, elle a vraiment eu un effet de... Souvent on dit c'est à cause de la pandémie, par exemple on a une explosion des maladies mentales. Souvent on dit c'est à cause de la pandémie. La pandémie, elle a été un révélateur. Un révélateur. Parce qu'en fait on avait des dysfonctionnements de fortes inégalités sociales préalables, et puis du coup le Covid par-dessus a exacerbé par exemple les inégalités scolaires. Effectivement, non, tous les élèves n'ont pas une pièce à eux à disposition, un laptop à eux à disposition pour faire leurs devoirs tranquillement à la maison, par exemple. Ou des parents qui ont une éducation supérieure ou qui ont des facilités à leur mettre une structure scolaire, on va dire, très... efficace à la maison également, parce qu'il y a une partie de bien suivre, de répondre aux questions, de suivre le devoir. C'est une inégalité sociale énorme, quoi. Alors, entre des parents qui parlent peut-être un peu moins bien le français ou qui sont moins habitués aux choses. Mais là, alors aussi attention justement à pas une vision trop élitiste de la chose, parce qu'en fait, et bien des parents s'en sont rendus compte, quel que soit leur niveau de formation, enseigner, c'est deux choses. C'est un métier déjà. Enseigner, c'est un métier.
Et c'est deux choses, c'est transmettre des connaissances d'une part, mais c'est aussi faire preuve de pédagogie et transmettre des valeurs. Les valeurs du vivre ensemble pour que ensuite tout un chacun soit capable de vivre en société, de défendre effectivement ses propres intérêts, mais tout en respectant autrui. Et donc c'est tout ça l'école dans une démocratie. Et donc il ne suffit pas juste d'avoir beaucoup de connaissances pour pouvoir bien préparer son enfant à l'école et puis donner les devoirs. Et puis après, il faut avoir le temps de le faire. Parce qu'une fois de plus, quel que soit le niveau de formation des parents, les uns comme les autres, s'ils travaillent beaucoup, qu'ils se retrouvent à devoir travailler à la maison tout en s'occupant des enfants et leur faire l'école, c'est juste pas possible. Voilà. Comment est-ce que ça se passe, la répartition des commissions? Parce que là, on voit que c'est une commission comme il y a pas mal de sujets qui vous intéressent. Vous avez été enseignante, il y a tout ce domaine de la culture. Donc, c'est une commission assez large. Donc, j'imagine que vous vous y retrouvez relativement bien. Mais comment ça se passe quand on est, par exemple, une première fois élu, on débarque à Berne? Comment ça se passe la mission des commissions? Est-ce qu'il y a des chasses gardées? Est-ce qu'au contraire ça se fait en bonne intelligence? Est-ce qu'on donne ses préférences? Voilà. C'est intéressant d'avoir le côté un peu de l'intérieur, comment ça se vit. Alors ce qu'il faut déjà comprendre en fait, c'est que la répartition des membres dans la commission, elle se fait dans la même proportionnalité que la représentation des partis dans les chambres. Jusque-là c'est logique, on voilà. suit. Les commissions, elles sont doubles. Il y a une commission pour le Conseil national et il y a la commission sœur pour le Conseil des États. Et donc au Conseil national, nous sommes 25 membres et puis les Verts qui, par rapport à la représentation au Conseil national, font qu'on peut être 4, tout comme le Parti du Centre, l'EPS 5 membres et ensuite les PLR sont 3 dans cette commission, sachant qu'ils sont 3 ou 4 selon les commissions. Ouais. Pareil d'ailleurs, nous on est 3 ou 4. Et puis l'UDC a 7 membres dans la commission et 2 membres des Verts libéraux. Donc en fait, ces représentations, vous voyez, sont numériquement les mêmes au niveau du poids, parce qu'on vote en commission évidemment les différentes positions. Et puis donc, quelles que soient les thématiques dont il est question, eh bien effectivement, les majorités vont se faire en fonction des positionnements, des sensibilités des différents partis. Donc pour le soutien au monde culturel, par exemple, on avait assez facilement une majorité qui allait de gauche jusqu'au PLR, et par contre, souvent, l'UDC s'opposait à des aides étatiques spécifiques pour la culture. Oui, sur ce sujet-là, mais voilà, dans vos commissions aux finances, pour donner un exemple. À l'inverse, quand je cherchais puisque donc on traite toute la politique de la formation, recherche et innovation pour les 4 ans, et bien moi qui cherchais effectivement à renforcer les objectifs de durabilité dans le secteur, et bien là, j'arrivais juste pas à avoir des majorités, puisque généralement, là, c'était plutôt uniquement... Le camp du centre bourgeois n'était pas d'accord. Alors, ça, il pouvait être partagé, ça c'est aussi propre de ce parti-là. Et c'est clair que ces positions-là, eh bien, ça va aboutir à des majorités, des minorités sur les différentes lois, qui, ensuite, quand elles sont votées en plénum, eh bien, en général, les partis suivent la position de leur délégation dans les commissions et le Conseil national a tendance à suivre la position de la majorité de la commission jugée experte sur la question. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc l'enjeu d'obtenir la majorité en commission est quand même très important. Et comment vous êtes retrouvé parce que vous auriez pu aller dans d'autres missions, j'imagine. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans celle-ci, particulièrement dans laquelle vous êtes très actif? Parce que les Verts vous avez dit que vous serez répartis, les Grunes ou les Verts sont répartis dans toutes les commissions, évidemment. Peut-être je devais le préciser, oui, il y a 8 commissions thématiques. Justement, voilà, pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Alors moi, mes 2 commissions évidemment de prédilection, tant par rapport à mes compétences aussi professionnelles et mon expertise, que aussi justement mon désir de faire changer les choses. Les 2 commissions vraiment qui me semblaient le plus adaptées à mon parcours, c'était celle-ci, donc justement puisqu'on va traiter de toute la question de la recherche
scientifique, de l'éducation, formation, vu que j'ai quand même aussi plusieurs années d'expérience dans ces domaines-là. Et puis les questions de sécurité alimentaire. Donc on va aussi parler d'agronomie, des questions les perturbateurs endocriniens, je reviendrai là-dessus, etc. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui m'intéressaient beaucoup. La question du bien-être animal aussi. Et évidemment de l'égalité entre femmes et hommes. Et après, la deuxième commission qui m'intéressait beaucoup était celle de la SEAD, de la commission donc de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie. En tant que aussi géographe, aménagement du territoire, ça fait vraiment partie de la formation des géographes. Et puis, il y a toute la question des transports. Le transport, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en Suisse. Donc là, il y a vraiment des enjeux forts. Et évidemment la politique climatique qui est traitée dans cette commission-là. Donc après, on pose, disons, ces choix, et puis la répartition se fait entre les différents membres du groupe. Et du coup, c'est cette commission-là qui m'a été attribuée parmi mes choix. Dernière petite question. Très rapide avant de passer à la deuxième partie de l'interview, justement pour finir avec ça, si vous avez la chance d'être réélu par les électeurs et électrices, des électrices et des électeurs vaudois et vaudoises, est-ce que vous voulez continuer dans cette commission ou est-ce que vous auriez envie de changer? Si vous avez la chance de vous retrouver pour 4 ans. C'est une très bonne question, c'est vrai que je me pose souvent la question parce que au bout d'une législature dans une commission, on connaît bien les dossiers. Et là, je suis dans une commission qui est très vaste. C'est celle qui a le plus de politique sectorielle ensemble. Et donc, on doit apprendre à connaître l'ensemble de ces systèmes, par exemple l'ensemble du système culturel, pareil pour la formation, la recherche, l'innovation, le sport, etc. Donc finalement, on se familiarise aussi avec tous les acteurs, tant institutionnels qu'économiques, liés à ces secteurs-là. On connaît bien les dossiers, et puis après, ils reviennent tous les 4 ans. On a d'ailleurs dernièrement traité de nouveau de toute la politique fédérale en matière de formation, recherche, innovation et de culture. Donc pour les années 2025-2028, ça se décide déjà en ce moment pour être voté en début d'année prochaine. Et comme j'ai déjà fait l'exercice pour la période actuelle 2021-2024, mais qui s'est votée 2020, voilà, que si on veut par exemple encourager la formation continue, l'adaptation aussi de la formation professionnelle, qui sont des enjeux cruciaux, où on constate malheureusement un manque de prospective, d'anticipation de notre gouvernement. Il y a aussi des freins par la majorité bourgeoise. Et donc c'est vrai que quand on met tout ça en place, on arrive à bien identifier les stratégies qui permettent d'obtenir au moins des étapes, des bouts de nos objectifs. Et c'est vrai qu'on a envie de continuer de le faire. Et donc moi, du coup, j'aimerais beaucoup pouvoir continuer dans cette commission-là, parce que je suis devenue effectivement experte. Et en plus, je suis à l'aise, puisque justement, je peux compter aussi sur mes compétences préalables. Après, c'est vrai que j'ai aussi passé beaucoup de temps et j'ai dû mettre beaucoup d'énergie à pouvoir, parallèlement à tout ceci, continuer aussi de jouer mon rôle en tant que climatologue pour vraiment soutenir une politique climatique et plus largement environnementale ambitieuse. Et ça, c'est plus compliqué si on n'est pas directement dans la commission. Donc c'est vrai que du moment que maintenant j'ai cette expérience de toute une législature derrière moi, eh bien je suis d'autant plus légitime, tout en étant effectivement climatologue, d'obtenir aussi un poste à la commission de l'environnement. Parce que la politique climatique... Voilà. C'était ma question, parce que vous pensez bien qu'elle a été dessinée. Mais oui, tout à fait. Donc après, ça c'est aussi, ça doit se discuter aussi au sein des groupes, et puis voir aussi quels sont les résultats des élections, etc. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la question de la maîtrise de la langue. Donc...
Là maintenant 4 ans. Avec l'allemand, ça va mieux? Voilà, ça va beaucoup mieux parce que c'est vrai que mon élection a quand même un peu surprise en 2019. Très rapide, quoi. Très rapide. Un an de politique Voilà. et déjà au Parlement. Voilà, fait que aussi c'est vrai que j'ai dû d'ailleurs suivre des cours d'allemand intensifs pendant toute la législature. Je continue d'ailleurs d'en suivre et c'est vrai que maintenant au niveau de la compréhension ça va beaucoup mieux. Ouais. Parce que comme tout un chacun, j'avais des bases en allemand, mais quand on fait des études pendant le doctorat, c'est l'anglais en fait qu'on utilise. Bien sûr. Donc, même quand français, on va anglais, à Zurich, voilà. Donc il fallait vraiment aussi que je réactive mes compétences en allemand. Et donc voilà, après on verra bien comment ça se présente en octobre. Alors, mine de rien, l'interview avance, donc on va passer à la deuxième partie. Et vous n'avez pas le droit de me répondre le climat. Je vous dis tout de suite, vous allez me répondre quelque chose de un peu plus spécifique parce que ce serait tellement facile de vous dire je vais me battre contre le climat. On a bien compris, on peut d'ailleurs lire votre livre, Les climatologues au Parlement, sur cette question-là. Mais pour vous, actuellement, c'est justement, on va enchaîner, c'est une bonne transition par rapport à au dernier chapitre qu'on vient d'évoquer ensemble. C'est quelle est la thématique ou la mesure politique phare qu'à titre personnel vous souhaitiez mettre en avant durant cette campagne, le sujet, dire, bon alors la Suisse en 2023, moi c'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre. Alors, je sais bien que vous allez répondre la protection du climat, parce que c'est votre cheval de bataille, c'est parce que vous êtes fait connaître et tout. Mais si on va dire, vous avez le droit d'utiliser une thématique environnementale, bien sûr, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais allons un peu plus dans le détail. Voilà, alors, justement. Avec plaisir, oui, parce que c'est vrai que... Voilà. C'est un peu large, voilà. Oui, Il y a tellement de politiques environnementales différentes. Vous avez parlé des perturbateurs endocriniens, c'est plus spécifique. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour la question, parce que c'est vrai que, évidemment, climatologue, climat, protection du climat, ça semble logique. Maintenant, l'objectif, en tant que climatologue, la climatologie, c'est une science systémique. C'est-à-dire on doit vraiment comprendre le monde comme un système. La Terre, c'est un système. Voilà, le système Terre. Et donc, ça veut dire qu'on doit comprendre qu'on a plusieurs limites planétaires qui déterminent la viabilité de ce système Terre pour l'humanité. Les fameuses 9 limites planétaires, dont le climat est une. Et c'est pas la seule. Et c'est pas la seule. Et ça, c'est très important pour moi de réussir à davantage faire comprendre cette approche systémique auprès de mes collègues parlementaires qui n'ont pas de formation scientifique ou formation scientifique systémique, parce que c'est vrai que beaucoup peuvent avoir des formations, par exemple, d'ingénieurs, ils auront souvent une approche plus réductionniste. Technologique réductionniste. Et du coup, là, le danger, c'est de se focaliser sur une solution pour un problème, sans voir le tout, et quelquefois, croyant améliorer les choses, on peut les aggraver. Et dans quelles mesures souhaitez-vous mettre en place ? Alors, puisque vous évoquiez la question des perturbateurs endocriniens, eh bien... c'est vous qui l'avez fait en premier. Oui, moi je l'ai fait que pour redire. Tout à fait. Eh bien, c'est vrai, ça évoque une des limites planétaires, qui est celle de la pollution, en particulier de la pollution chimique, mais qui englobe aussi pollution, par exemple nucléaire, enfin, toutes ces substances qui sont issues des activités humaines, qui n'existeraient pas naturellement à l'état naturel. Et donc, les principales sources, ça va être au niveau de la pollution chimique, tout ce qui est lié au plastique, les microplastiques, et puis également toutes les substances toxiques. Ça va être évidemment les pesticides de synthèse, mais aussi ça peut être des retardateurs de flammes, ça peut être des conservateurs, des substances qu'on va mettre ou dans des peintures, les peintures elles-mêmes, etc. Enfin, les retardateurs de flammes, vous évoquez pratiquement le brome. Exactement. Ce genre de et donc, avec des métaux lourds. Voilà, tout à fait. Donc là, on voit qu'on a vraiment tout un ensemble de substances problématiques qui vont être, pour une part, volontairement insérés dans notre alimentation ou dans nos cosmétiques, par exemple, et puis d'autres qui, en fait, ont des fonctions industrielles et qui vont s'échapper, si vous voulez, dans l'environnement. Donc, vous voyez que la problématique est gigantesque et clairement, on n'a pas un système de protection tant de la biodiversité que de la santé humaine, parce que ces perturbateurs endocriniens, ils perturbent justement les systèmes hormonaux, autant de tout le règne animal que, évidemment, pour l'être humain. Et ça aboutit après, effectivement, au risque de développer des maladies chroniques graves.
Des cancers. des cancers, des maladies neurodégénératives, des problèmes aussi au niveau de la fertilité. Quand je parle de maladies neurodégénératives, quand on pense par exemple aussi à l'explosion des cas d'autisme, donc c'est pas les seules causes, hein, c'est tout le temps multicausal. Mais les perturbateurs endocriniens, le fait qu'on en ait maintenant malheureusement une multitude, Panoplie incroyable. voilà. Et donc là, on doit absolument réformer notre système, si vous voulez, de protection de la santé humaine et de la nature, de l'environnement. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, ce qu'il faut, c'est sortir de l'approche actuelle, qui est d'ailleurs pas spécifique à la Suisse. Hein. La Suisse se calque sur le système européen, qui lui-même est calqué sur un système international qui a été mis en place dans les années 60 et qui part du principe, en fait, que c'est la dose qui fait le poison en toxicologie. Ce qui peut paraître effectivement, intuitivement, assez logique. Mais malheureusement, quand on parle de perturbateurs endocriniens, même si les doses sont infinitésimales, ce qui va jouer, c'est le moment où l'organisme est exposé. Et là, on voit que, par exemple, les fœtus... Les femmes enceintes, quoi, clairement. Les femmes enceintes et le fœtus qu'elles portent sont particulièrement vulnérables. Et donc, on ne peut plus se contenter de dire si chaque substance a une dose journalière admissible qui est respectée, eh bien, alors tout ira bien. Parce qu'on se rend bien compte que si pour chacune de ces substances, on a cette mini-dose, cumulée d'ailleurs à toutes les autres, l'effet cocktail qui peut multiplier la toxicité des substances en question, et le fait qu'on a cette exposition chronique tout au long de la vie, dont d'ailleurs pendant des périodes critiques, évidemment pendant la vie prénatale, mais aussi l'adolescence, aussi en fin de vie, enfin chaque moment comme ça de l'existence de la personne présente une vulnérabilité particulière au niveau hormonal. Donc là, on doit absolument intégrer ces dimensions-là, c'est-à-dire exposition à très petite dose chronique sur le long terme, exposition simultanée et justement cette action spécifique des perturbateurs endocriniens sur le système hormonal, donc se dire que chaque fonction en fait du métabolisme peut être concernée. Ça, c'est vraiment un de mes chevals de bataille, mais ce n'est pas le seul. Rapidement, le deuxième, très important, on a évoqué les limites planétaires, donc j'ai évoqué la question de la pollution, et elles sont liées, hein, toutes. La question de la biodiversité, évidemment. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'urgence climatique, mais moi j'aime bien parler d'urgence écologique. D'ailleurs, le climat est une des composantes des écosystèmes. C'est vrai que c'est beaucoup plus juste. Je vous interromps juste devant, c'est beaucoup plus juste de dire urgence écologique, urgence climatique, parce que quelque part, le climat, certes, subit des variations, mais quelque part, je ne veux pas vous l'apprendre, on a tous vu ça en cours, le climat, ça fait des milliards d'années sur la Terre qui subit des différentes variations. Je ne dis pas que ce n'est pas plus grave maintenant qu'ailleurs, c'est juste que, quelque part, l'être humain, si l'être humain disparaît, le climat continuera à se réchauffer, se refroidir, se réchauffer sur des cycles beaucoup plus longs. Ce que je veux dire, alors qu'il y a comme vous l'avez dit, il y a des activités humaines qui n'existaient pas avant. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'urgence écologique et plus juste de parler que d'urgence climatique. Si je peux me permettre, là ce que vous écrivez, c'est la dimension temporelle. Et c'est vrai que si on parle à très large échelle de temps, finalement l'enjeu climat, tout comme l'enjeu biodiversité, parce qu'il est interdépendant. Bien sûr, ils sont interdépendants. Ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est qu'est-ce que c'est que l'écosystème. Malheureusement, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'écosystèmes. D'ailleurs, maintenant, on parle même d'écosystèmes industriels, etc. Mais à la base, un écosystème, c'est quoi? C'est un milieu physique spécifique stable. Dans ce milieu physique spécifique stable, on a le climat, donc avec température, humidité, quantité d'eau, qui sont les deux variables principales, et on a la morphologie du sol, le type de sol, de roche, l'acidité des sols et l'altitude. Donc c'est le milieu physique qui va être caractéristique dans certaines régions. Et puis après, on peut passer d'une échelle d'un micro-écosystème à macro-écosystème jusqu'à l'ensemble même de la Terre. Si on considère l'ensemble de la tectonique des plaques, par exemple, de l'atmosphère, etc. Des échelles beaucoup plus larges et qui ne concernent pas directement. Ça, c'est le milieu physique, c'est la partie physique de l'écosystème. Et adapté à chaque échelle à ces milieux physiques spécifiques, on a un monde vivant, la biosphère, et donc la biodiversité, qui est spécifiquement adaptée. Et donc, vous allez avoir le développement d'une végétation spécifique en fonction de ces conditions
physique, qui elle-même va permettre le développement spécifique des animaux et des micro-organismes. alors les plantes, les champignons, les micro-organismes, et ensuite tout le règne animal qui sera en interdépendance. Et après, il faut bien comprendre qu'entre la vie et le milieu physique, on est aussi en interdépendance, parce que même la préservation d'un milieu physique dépendra de la vie qui y est présente. Et interdépendant. Clairement, la forêt contribue à maintenir un certain seuil d'humidité qui fait que le climat régional, local, reste le même. Et ça, effectivement, ça fluctue à des très longues échelles de temps, avec le climat, si on pense à l'alternance entre les glaciations, les périodes de réchauffement, c'est des facteurs externes à la planète. Hein. Ça, c'est les grosses planètes, gravitation, etc. Et là, on a des cycles de 100 000 ans à peu près. Oui. Donc c'est clair que l'être humain ne peut pas changer ces paramètres-là. Par contre, en mettant beaucoup plus de gaz à effet de serre, il déstabilise tout le climat et par conséquent, il déstabilise tous les écosystèmes et par conséquent, il déstabilise toute la biodiversité. Et la biodiversité, en fait, les causes de l'érosion de la biodiversité, c'est le réchauffement climatique. Et la pluie. Mais les deux premières causes à l'échelle de la Suisse, en tout cas, ce sera de plus en plus le réchauffement climatique. Mais actuellement, les deux premières causes, c'est la destruction des habitats. Bien sûr. Si on met des routes, des maisons partout, voilà. Et puis la pollution chimique qu'on a évoquée. Oui, le cycle hormonal, c'est pas uniquement l'être humain, c'est Non, aussi pour voilà, les animaux. Et puis on ne parle pas voilà, des pesticides. comme on l'a dit. Donc, vous voyez, destruction des habitats, pollution chimique, réchauffement climatique, et puis la quatrième qui vient encore par-dessus, c'est les espèces invasives. Donc ça, c'est lié à la mondialisation des échanges. Même le tourisme, on voit la moule quagga, par exemple, en 2 ans, qui a envahi le littoral du lac Léman. Et probablement qu'elle a été amenée sur une coque de bateau. Et voilà, ou alors beaucoup, des fois par rapport au jardin, on amène des plantes volontairement ou non, qui ensuite sont invasives. Et puis, avec le réchauffement climatique, souvent ces espèces-là sont favorisées. Voilà, donc on est vraiment dans cette approche comme ça, systémique globale, et les dimensions de temps, et comprendre où est la responsabilité humaine par rapport à ces changements, c'est ça qui est très important. Parce que là, nous, on a mis des quantités de gaz à effet de serre qui n'étaient plus présentes dans le système Terre depuis au moins 3 millions d'années. Oui, bon, nous, on est d'accord, voilà. on parle de l'humanité en général, pas spécifiquement la Suisse. Ah oui. Alors, bon, non. On est d'accord. Voilà, d'accord. Bon, donc... on n'a pas 800 000 centrales à charbon comme au Nord. Voilà. Donc, pour revenir, c'est vrai que cette approche systémique, ces limites planétaires, et tout ce qu'on vient d'évoquer là, finalement, réduire aussi un peu cet écart entre une compréhension, justement, je disais, scientifique systémique du monde, et puis l'approche beaucoup plus par silo, réductionniste, de la majeure partie de mes collègues, dont certains même sont, ma foi, je peux le dire, hein, parce que je l'ai beaucoup dénoncé d'ailleurs pendant la campagne pour la loi climat, l'UDC qui a même des positions climato-sceptiques. Donc ça, c'est quand même très problématique qu'on ait un parti entier, le principal parti, qui remet en cause, vous voyez, non seulement le phénomène du réchauffement climatique, mais la responsabilité humaine dans ce phénomène, alors qu'on a tous les faits objectifs, mesurables, quantifiables depuis plusieurs années, qui fait qu'on a un large consensus scientifique. Donc, quand on ignore ça, on peut difficilement avancer, et ça reste pour moi aussi des objectifs très importants, tant au sein du Parlement que dans mes activités en général. Moi aussi, j'imagine bien. Et d'ailleurs, ça me fait une transition toute faite pour la troisième partie. On va parler de dossiers, on va dire, plus spécifiques et qui concernent directement les électeurs. Et vu qu'on parlait des émissions à effet de serre, de gaz à effet de serre notamment, je suis ravi de vous poser la question au niveau de la mobilité, parce qu'il y a un sujet qui a déferlé la chronique durant toutes vos mandatures, qui concerne spécifiquement le canton de Vaud. Vous me voyez venir. Je vais bien évidemment vous parler du dossier hautement, et j'ose les mots parce qu'on est quand même sur des médias indépendants, donc on peut se permettre au niveau de la nomenclature des mots, c'est un bordel gigantesque qu'est la gare de Lausanne. Et l'aménagement, on va dire, et je vous pose la question à dessein. Vous êtes au Parlement, vous voyez, moi je me suis baladé dans toute la Suisse, on a des transports, j'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe, j'ai l'impression que des villes comme Zurich, Berne et des villes comme Genève, Lausanne, enfin on va dire lémanique ou encore plus romande, mais on va comparer des villes de taille comparable, c'est-à-dire les plus grandes villes de Suisse, celles qui génèrent le plus de population, le plus de transports, qui ont le plus d'impact directement sur nos modes de vie et de consommation.
j'ai l'impression d'avoir une génération d'écart quand je me balade. J'ai l'impression d'avoir des transports de 2020 ou futuristes au niveau de l'aménagement quand je me balade à Zurich ou à Berne, et j'ai l'impression qu'on a des travaux qui n'en finissent jamais quand je me balade à... Et en tant qu'usager, moi en général, je suis usager quotidien des transports publics. Clairement. Est-ce qu'on n'a pas un problème là au niveau de dire on veut, et d'ailleurs le public, les électeurs romans, et c'est ma question directe, les électeurs romans sont majoritairement, enfin c'est les électeurs on va dire les plus, on a vu que les manifestations, on voit avec les votes, c'est les gens qui votent le plus majoritairement pour les partis pro-climat. Et j'ai l'impression que c'est ceux qui sont le moins bien desservis au niveau de l'aménagement des transports publics. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là, et comment est-ce que votre vision là-dessus, comment est-ce qu'on pourrait le régler? Tout ce que vous dites, c'est pas une impression. Hein. On peut le démontrer par tous les chiffres possibles, imaginables, en statistiques des transports, etc. Bon, le premier constat, c'est qu'effectivement, on a un retard en Suisse romande. C'est ça. Dans les années 60, 70, 80, quand est arrivé vraiment le tout voiture, on a été moins sage en Suisse romande. On s'est souvent débarrassé de nos réseaux de transport public, des lignes de trains régionaux, de trams, etc. Et on a vraiment donné beaucoup de place aux voitures. Dans les grandes villes en Suisse allemande, ils ont été plus sages, ils ont préservé ces réseaux-là. Et du coup, dès les années 80-90, ils ont commencé à construire aussi leur réseau de S-Bahn, de trains régionaux rapides. Et on arrive juste dans les années 90-2000 où on avait effectivement cet écart historique, je dirais, entre la situation en Suisse romande et en Suisse allemande. Par contre, comme vous le dites justement, à partir de ces années-là, on a finalement une conscience écologique très, très forte, notamment de l'arc lémanique, aussi justement avec les campus universitaires et le fait qu'on ait aussi une population plus jeune, hein, ça joue aussi. Et donc, une conscience très, très forte chez la population des cantons romans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi donc on a lancé des gros travaux qui peuvent prendre facilement 1-2 décennies. Je vous donne 2 exemples, le M2 à Lausanne et le CEVA à Genève. Voilà. Et après, ce qu'il faut constater, c'est qu'en ce qui concerne le train, eh bien, les communes et les cantons sont finalement assez impuissants. C'est effectivement à Berne que ça se joue, quand sont votés les budgets pour le transport. Et puis, vous êtes à Berne. Voilà. Et puis aussi, je dirais, en arrière-plan, le fait de sensibiliser l'Office fédéral des transports et les CFF par rapport aux besoins de certaines régions. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la région de Zurich a été particulièrement habile dès les années 90. Après, ils ont quand même eu un ministre aussi des Transports qui incarnait directement les intérêts de son propre canton. De la place zurichoise. De la place zurichoise. Donc il y a vraiment une filiation comme ça directe. Et en plus, il y a eu dans ces années-là, jusque dans les années 2010, effectivement des budgets qui étaient votés vraiment en faveur. On avait aussi une ministre de l'Environnement qui avait vraiment ce désir. On a eu 2 ministres, femmes d'ailleurs, de l'Environnement qui avaient ce désir de mettre les transports publics et le rail en particulier en avant. Puisqu'on faut bien comprendre que le budget transport, c'est à la fois transport public, mais aussi transport individuel et voiture. Donc il y a toujours un peu ce conflit où va aller l'argent. Et là, force est de constater que ça a été plus compliqué pour la Suisse romande de défendre ses intérêts. Mais il n'y a pas que la Suisse romande qui est dans cette situation. La Suisse orientale et le Tessin, également, Suisse orientale, le Grison, Tessin. Je pense particulièrement au Grison et Tessin. Qui sont des cantons ont la même difficulté. Puis parce qu'après, quand on est d'une région spécifique, évidemment, on est peut-être plus minoritaire. Et donc, ça, malgré, alors il faut dire les efforts des différents ministres cantonaux en la matière, c'est vrai que en tout cas par rapport au fiasco de la gare de Lausanne, il y a eu un temps présent très bien fait qui est revenu. Oui. Clairement, on voit bien que les responsabilités se partagent entre les CFF d'une part et l'Office fédéral des transports de l'autre. Donc on est vraiment au niveau décisionnel fédéral et cantons communes restent malgré tout toutes leurs protestations relativement impuissantes. Et par là-dessus, il y a la question du soutien financier, et ça se décide par le Parlement.
Malheureusement, depuis qu'on a acheté un nouveau ministre à l'Office des Transports, qui lui-même est quand même issu des lobbies du pétrole. Je vais juste me faire l'avocat du diable, parce que vous parlez d'Albert Rochety. Est-ce qu'on peut vraiment, pour l'instant, juger, alors il est élu depuis 6 mois, donc depuis le début de l'année, est-ce que s'il y avait une législature entière, je pourrais comprendre, mais est-ce qu'on peut vraiment juger pour l'instant, alors qu'il n'a pas pu faire grand-chose en les 6 premiers mois, Monsieur Rochety, qui n'est pas du coup du camp d'en face quelque part. C'est un peu difficile de lui lancer la pierre, lui, sur ce type de dossier-là, alors que s'il était là depuis 5 ans, je pourrais comprendre, là ça fait depuis 6 mois. Donc. Non, parce que par rapport à l'agenda politique, puisque doit se voter de toute façon justement ces attributions de budget, eh bien effectivement, s'il y a une demande forte de la part d'un groupe du Parlement et qui est immédiatement approuvée par le ministre concerné, alors à ce moment-là, c'est tout de suite mis à l'ordre du jour et voté, et avec du coup des majorités courtes, mais majorités quand même, qui ont accepté d'attribuer des quantités, des sommes conséquentes pour revenir vers davantage de routes, et notamment les voies d'autoroute, arguant qu'on a des bouchons, que c'est saturé. Mais on le voit bien dans les autres pays qui ont déjà fait ces élargissements de routes. En fait, plus on élargit les routes, plus on augmente le flux, et plus on a des bouchons, parce que les bouchons, ils se forment où? Ils se forment là où les gens tous en même temps doivent entrer ou sortir d'une ville. Et la capacité de la ville, on peut faire des routes toujours plus larges. La ville reste la ville, hein, à moins de les construire sur 2 étages, hein, j'entends. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour améliorer la mobilité des Vaudois et des Vaudoises? Vous êtes quand même leur représentante, pas toute seule. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui est au niveau du Parlement, parce que je vais vous demander au niveau du canton, puisque vous ne concourez pas au niveau du canton, ça fera l'objet peut-être d'un autre reportage, mais pas le cas. Mais justement, à Berne, comment est-ce qu'on peut agir à Berne Alors, clairement, chaque élu vaudois au Conseil national, et puis évidemment les 2 prochains élus au Conseil des États, on doit vraiment se mobiliser. Quelle que soit la couleur. Quelle que soit la couleur. Mais c'est déjà le cas, ça se fait. Puis après, c'est vrai qu'il faut aller chercher chacun les alliances partout. Je pense qu'on peut aussi obtenir quelque chose en se mettant en commun, tant au niveau des gouvernements, donc ça c'est les différents cantons, responsables cantonaux à le faire, ils le font déjà, mais aussi nous dans les chambres, de se mettre en commun avec les autres régions qui ont les mêmes intérêts pour vraiment soutenir le développement du rail là où il est en retard, et en particulier, nous avec ce cas particulier de la gare de Lausanne. Comme de 2037. Qui est... vous vous rendez compte c'est vraiment la 4e ville de Suisse. C'est vraiment affligeant. Alors après, heureusement que Renan a développé, et là c'est clair qu'il y a les grands acteurs institutionnels, le campus PFL UNIL qui ont aussi poussé. Donc Renan, donc ça va permettre, disons, de pallier en partie, mais on le voit qu'après ça prétérite alors d'autres régions romandes, notamment cette fois l'arc jurassien, parce que ça leur fait un changement en plus, etc. Enfin, donc ça va de toute façon pas être idéal. Et puis dans ce contexte, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qu'il faut défendre, évidemment, c'est une accélération du développement du rail, là où il y a beaucoup de retard. C'est le cas notamment de la Suisse romande. On l'a dit, mais aussi des transports régionaux. Alors, c'est aussi en cours, mais on a quand même beaucoup de régions de campagne, de montagne, où l'offre de transport public n'est pas concurrentielle, n'est pas suffisante. Là, je pense qu'il faudrait aussi comprendre qu'on devrait englober, anticiper vers ce qu'on appelle le transport modal. Dans les régions de montagne, ça ferait vraiment sens de développer aussi des transports électriques, mais ça implique de développer la production d'électricité locale sur bâti, parce que
il y a suffisamment de toits, de routes, de parking bâtis, etc., pour avoir une électrification plus rapide dans ces régions qui permettent de relier aux grands axes principaux. Mais là, après, on voit que ça veut dire des parkings, park and ride, etc. Il faudrait évidemment les équiper en panneaux solaires, ce serait la moindre des choses. Mais après, il ne faut pas penser qu'on peut tout le temps augmenter, parce que sinon, qui dit encore plus de parking, dit perte de sol. Hein, c'est toujours un équilibre à trouver, en fait. Voilà. Et donc, finalement, in fine, dans ce transport modal, il ne faut pas oublier qu'on doit aussi absolument favoriser la mobilité douce. Et là, on a pris aussi du retard en Suisse, malheureusement. On n'a pas eu les majorités pour pouvoir soutenir correctement des infrastructures, par exemple de pistes cyclables. Si on va chez nos voisins français, par exemple, on peut à vélo, mais parcourir des centaines de kilomètres sans être jamais confronté au trafic routier. Oui, et puis après, même à pied, dans les villes, il faut qu'on puisse se déplacer à pied, mais quand on a des canicules, se déplacer à pied, si c'est le long d'une route, entre la pollution, le cagnard et tout, donc ça veut dire végétaliser les villes et faire passer et les vélos et les piétons, et c'est possible dans des voies séparées, comme dernièrement j'étais à Freiburg-in-Brisgau, c'est fait depuis longtemps, il y a la piste cyclable, il y a la piste pour le piéton, comme ça il n'y a pas de conflit, vous voyez, voilà. Donc tout ça, il faut y penser en même temps, et je sais que le canton de Vaud est très actif, vraiment, donc je pense que si on avait une politique fédérale qui prenait exemple sur maintenant les objectifs de la politique cantonale vaudoise, ce serait une très bonne chose en matière de mobilité. Ça c'est dit. Je vous invite pour cette dernière question à tirer un sujet dans la boîte, au hasard, voilà, et vous allez me lire la question, parce que c'est moi qui les ai écrites, donc c'est des petites blagues à chaque fois. Bienvenue à Zombieland. Cette question, bienvenue à Zombieland, qu'est-ce que c'est? Toutes les questions qu'elle attend, c'est des questions qui ne sont pas des questions économico-sociales, c'est des questions de société. Et donc là, c'est un sujet de société, c'est justement, vous allez pouvoir développer un tout petit moment justement sur cette question. Comment est-ce qu'on fait dans ces bulles informationnelles, dans ces gens qui sont plus sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, dans un certain nombre, et on vise beaucoup les jeunes, il n'y a pas que les jeunes, hein, ça touche les grandes parts de la société. Il y a aussi des gens qui restent pendant peut-être plus âgés, qui restent pendant 6 heures devant la télé par jour à regarder. Comment est-ce qu'on fait pour reconnecter ces gens et avoir un vrai débat entre les différentes couches de la société et éviter qu'on finisse dans un monde de zombies où les gens marchent comme ça dans la rue et qu'il n'y ait plus d'interaction. Hyper connecté numériquement et complètement déconnecté de la vie réelle et d'autrui. C'est cette question justement du monde du zombie. Il y avait un très très bon livre d'ailleurs qui a été sorti. Nous sommes tous en train de devenir des zombies heureux. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on touche à 2 enjeux principaux. Celui de effectivement la survie aussi de nos processus démocratiques. Parce que qui dit se refermer sur sa bulle, c'est des gens qui ne votent plus. Et puis que j'évoquais les terres platistes par exemple, du coup qui restent comme ça dans quelque chose d'extrêmement on peut dire presque fou, d'être comme ça isolé. Et donc là je me dis il faut... J'ai une petite information pour vous, c'est quelle est la catégorie sociale qui vote le moins en Suisse? Et en plus, ça a un impact directement. C'est aussi pour ça qu'on fait ce reportage au niveau des... Par catégorie sociale, vous voulez dire les revenus? Non, je voulais dire catégorie de la population, c'est-à-dire âge, genre, position, etc. Alors malheureusement, je sais que justement les plus jeunes ne votent pas, ne votent plus. Des fois, ils votent une première fois quand ils ont, à 18 ans, ils ont et puis ensuite, entre 20 et 30, ça s'effondre. Et ça, c'est très inquiétant. Je vais vous le donner, c'est les jeunes femmes entre 18 et 35 ans. Voilà. Donc c'est les jeunes, donc les femmes qui sont soit aux études, soit des jeunes actives ou qui sont les primo-votantes qui votent le moins. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette série Femmes fédérales, c'est pour dire elles passent quand même plus de... C'est un cliché de dire ça, mais c'est quand même dramatique de voir qu'elles passent plus de temps sur Instagram à regarder des vidéos ou des posts que de s'intéresser à la politique de leur pays. Alors on a le droit de faire les deux, mais c'est quand même dramatique que ce soit la catégorie de la population qui est directement concernée, parce que peut-être qu'elles vont faire des enfants plus tard, peut-être qu'elles vont avoir une carrière, peut-être qu'elles vont vouloir défendre des idées, et c'est quand même la moitié de l'avenir de la nation, on va dire que l'autre moitié c'est les hommes de 18 à 35 ans, et qui votent le moins pour se déterminer sur des objets. Après on se retrouve avec un âge moyen de votant qui est à 60 ans ou pas loin,
Et c'est aussi, qu'est-ce que vous feriez C'est justement pour très les... problématique. Après, c'est pas une question plus féminine que masculine, sauf qu'elle se traduit différemment parce que pour la même tranche d'âge chez les hommes, notamment une étude de l'OCDE et puis de l'IPFOS en France sur justement l'analyse des positionnements sur les réseaux sociaux, et bien là on voit que c'est davantage les jeunes hommes de cette même tranche d'âge qui, eux, justement, ont des positions climato-sceptiques, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, eux, peut-être que... Alors, Mais au moins, les ils sont femmes, politisés. les femmes, ouais, mais alors, pour le coup, si on veut respecter... l'idée, c'est de respecter voilà, les limites planétaires pour la viabilité de la planète pour tous, et du coup... aussi le système démocratique, parce que ces positionnements climato-sceptiques, ils sont souvent liés aussi à un positionnement anti-système où on met tout dans le même paquet, où finalement on se dit bon tout est foutu pour foutu, voilà. Et donc c'est clair qu'avec un positionnement comme celui-ci, et puis surtout si les jeunes, pour une raison ou pour l'autre, ne votent plus, et pour le coup, c'est aussi dans un cadre de vie, puis dans un contexte de vieillissement de la population, c'est vrai que ça va être plus compliqué de mettre en avant les intérêts des jeunes générations dans ce contexte-là. Pour en revenir vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Évidemment, ça passe énormément par l'éducation. Ça passe énormément par l'éducation, par la sensibilisation. Et là, c'est vrai que moi, je me heurte aussi au Conseil fédéral, parce que j'ai déposé beaucoup de demandes. C'est l'éducation au développement durable, mais aussi justement aux médias, à la numérisation, pour sensibiliser. C'est aussi l'éducation à la citoyenneté. Donc tout ceci... il faut le faire davantage à l'école. C'est déjà dans les plans d'études, mais ça se concrétise franchement pour l'école obligatoire. C'est quoi ? C'est des fois peut-être trois périodes, une fois en dernière année, voilà. Pour avoir aussi enseigné au lycée professionnel, je me suis bien rendu compte, et là c'était un lycée professionnel en technique, c'était presque des jeunes garçons, et puis c'est vrai que je voyais que en début d'apprentissage, ils n'avaient même aucune idée de quels sont les partis, quelles sont les valeurs, les systèmes de valeurs défendus par les différents partis, etc. Et puis je vous parle de ça, c'était il y a 15 ans en arrière. Et par-dessus, maintenant, il y a ce développement de nouveaux réseaux sociaux. On peut penser à TikTok aussi en particulier. Et où on est vraiment dans tout passe uniquement par l'image, par la vidéo. Il n'y a plus d'explications. Et puis on voit, d'ailleurs, on parlait de santé mentale, effectivement, chez les jeunes femmes, une explosion. On dit c'est la pandémie. Non, la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a accentué cette captation, en particulier des jeunes, sur les réseaux. Et tout en les empêchant d'avoir des interactions normales pendant tout le temps des confinements, etc. Et du coup, c'est un âge, il faut bien comprendre que si pendant 2 ans, par exemple entre 14 et 16 ans, moi je me souviens, si à cet âge-là, j'avais plus peur les interactions normales avec mes pairs et que je me retrouve tout le temps face à des écrans, ce qui n'était pas le cas de mon époque, et non seulement sur ces écrans passent en boucle parfois les pires déformations de la réalité, notamment morphologiques, avec vraiment des modes de vie, et on est dans l'hyperconsommation. On voit qu'il y a par exemple ça prend des proportions folles au niveau de la chirurgie esthétique. Et là, une fois de plus, moi je dis, mais il y a un moment où il faut commencer aussi à remettre un peu d'ordre, à encadrer. On reparlait des libertés individuelles, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment défendre la liberté individuelle que de s'assurer qu'une jeune adolescente de 14 ans ne puisse pas se faire charcuter n'importe comment par le premier médecin esthéticien qui, il me semble, devrait peut-être utiliser ses compétences autrement. Enfin, voilà, là, il y a quand même quelque chose de notre responsabilité collective aussi en tant qu'adultes, qu'il faut qu'on place aussi au niveau de nos stratégies fédérales. Et force est de constater, on a une stratégie suisse numérique, mais ces enjeux-là sont vraiment pas suffisamment abordés. Donc le risque, si vous voulez, sur les jeunes en termes de santé, compris de santé mentale, liée à ces transformations, n'est pas traité dans notre stratégie suisse numérique. J'en ai fait la demande. Exactement. Et ça n'a pas été accepté. Puis quand je parle de stratégie, une fois de plus, ça veut dire avoir un rôle
déjà la reconnaissance aussi de la responsabilité de l'État au niveau fédéral et ensuite évidemment aussi cantonal, et puis et du coup de financer et de permettre le développement de campagnes de sensibilisation. Parce qu'une fois de plus, c'est pas parce que c'est évoqué quelque part dans les plans d'études scolaires, l'école obligatoire, que ça va suffire. Donc, on est d'accord que ça aurait été mieux pour la santé mentale des adolescents et des enfants de les laisser aller à l'école et voir leurs copains, alors que quelque part, c'était pas une population à risque du tout, contrairement aux personnes âgées, etc. Oui, alors là, ça, je ne risquerai pas à revenir, parce que c'est vrai Ça fait beaucoup plus, on est d'accord Ouais. que il y a eu quasiment zéro, voire, enfin, il y a eu rien eu comme dégâts au niveau de la surmortalité liée à la pandémie pour les jeunes. Et par contre, il y a eu énormément d'atteintes mentales, etc. Oui. Je parle de cette population-là. Oui. On est bien Alors, d'accord. L'enjeu, je rappelle quand même que l'enjeu à un moment donné, c'était effectivement de confiner le plus grand nombre possible de populations, de différents représentants de la population, en particulier là où il y a le plus d'interactions sociales, parce qu'il fallait à un moment donné essayer vraiment de couper ou vraiment de freiner la possibilité pour le virus de se multiplier. Donc là, on parlait de contrat social, donc ça veut dire on demandait un effort à toute la population pour défendre les plus vulnérables. Les plus vulnérables qui, effectivement, étaient les populations les plus âgées, mais qui sont effectivement... On a 20% de la population au-dessus de 65 ans en Suisse, et ça va s'accélérer. Et c'est pour chacun de nous, ses parents, ses grands-parents aussi. Et puis, il y a les autres personnes vulnérables. Moi, j'ai une collègue, elle a un emphysème pulmonaire. Si elle attrapait Covid, elle pouvait y rester. Et donc, il ne faut pas oublier, on est aussi dans un contexte, malheureusement, notamment à cause de cette multiplication des polluants perturbateurs endocriniens et d'habitudes alimentaires aussi défavorables. On a une explosion de maladies chroniques, tout ce qui est lié au surpoids, obésité, diabète, mais aussi justement toute forme de cancer ou de maladies neurodégénératives. C'est des gens extrêmement vulnérables qui doivent prendre des quantités de médicaments tous les jours. Et sur cette population-là, l'impact du virus était aussi grave que chez un tout vieux. On voit l'inégalité sociale d'ailleurs, parce qu'une personne très âgée mais en très bonne santé, qui avait aussi les moyens et les connaissances de bien gérer son alimentation, son cadre de vie, etc., se retrouvait finalement avec une meilleure immunité plus forte face aux risques que même une jeune personne, mais qui souffre obèse ou diabétique, vous voyez. Donc une fois de plus, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre le tout ensemble. Mais clairement, l'impact sur la santé mentale des jeunes lié à ça. Déjà, je dirais l'impact des dysfonctionnements de nos sociétés préalablement sur la santé des jeunes, elle n'est pas suffisamment une priorité dans notre pays. C'est quand même c'était déjà bien avant la pandémie la première cause de mortalité chez les jeunes hommes cette fois-ci. Donc j'entends, ça aurait dû être la priorité absolue de n'importe quel pays. On se dit non mais j'entends. Et ça c'était avant la pandémie. Maintenant on voit avec la pandémie effectivement que ça a exacerbé. Et puis moi j'ai vu autour de moi des jeunes que je connais très bien. J'entends qui sont les enfants d'amis d'enfance, deux d'entre eux ont dû être hospitalisés. Et je crois que c'est le cas de tout le monde. On connaît tous un ou une jeune qui a eu vraiment un épisode très grave de santé mentale. Et ça doit être absolument notre priorité. Et il faut faire le lien avec maintenant la question des réseaux sociaux. Parce que là que je dis, bien sûr, voilà, c'est ça. Donc effectivement, et puis bon, apprendre aussi, effectivement, puisque semble-t-il, la mondialisation, le fait qu'on continue de détruire aussi l'environnement qu'on brasse, et avec le réchauffement climatique aussi, autant on n'est pas du tout, il y a aussi trop d'élevage qui est un incubateur pour les nouveaux virus, etc. Donc j'entends tout est fait pour qu'on ait de nouveau une zoonose, qui est une maladie liée en fait à un vecteur, un virus lié eh bien, voilà, donc on n'est pas du tout à l'abri qu'il y en ait une nouvelle qui se présente. Et là, je pense qu'il faudra en priorité
Mais on ne sait pas comment il se présentera. Ouais, exactement. Mais Parce que il là, faudra il faire visait- attention à la santé mentale des jeunes. Parce que là, il visait plus les personnes fragiles et les personnes âgées. Mais, C'est le truc de varicelle. mais on peut très bien avoir tout d'un coup un virus qui, au contraire, viserait plus les tout jeunes. Hein. Ou les bébés. Ou voilà. Donc en fait, et puis là, on aura de nouveau ce problème qu'il faudra. Alors, la question ne se posera même pas s'il faut les isoler ou pas. Pour les protéger directement, eux, on devrait les isoler. Par contre, effectivement, je pense qu'il faudrait qu'on s'assure qu'il y ait assez aussi de soutien de psychologues et de personnes aptes à les accompagner pendant ces périodes, ce qui manifestement n'a pas été le cas. Dernière question, si les électeurs et électrices vaudois ou vaudoises de nouveau vous redonnent de la confiance et que vous êtes de nouveau élus, sur quoi est-ce qu'ils peuvent compter? Voilà, en 2 minutes, vous avez 3-4 phrases. Comment est-ce que vous allez défendre leurs intérêts et les représenter de nouveau au Parlement? Qu'est-ce que vous allez, voilà, quels sont les derniers mots que vous donneriez dans cette interview? Pourquoi est-ce qu'il faudrait voter pour vous? J'aimerais qu'on vote pour moi déjà pour ce que je suis au fond de moi. Je vais parler plutôt là aussi de valeurs. C'est que je suis quelqu'un d'extrêmement altruiste. Donc c'est vrai que ce qui m'anime, c'est la sauvegarde, non seulement du vivant dans son ensemble, on l'aura bien compris, mais aussi de tout un chacun. Je suis extrêmement sensible depuis très jeune à l'injustice. Et puis, on a beaucoup parlé d'objectifs qui visent à respecter ces fameuses limites planétaires, donc ça veut dire politique environnementale, sanitaire, etc. Et tout ceci ne sera pas possible tant qu'on ne résoudra pas aussi la question de la justice sociale. Parce qu'on a un creusement des inégalités socio-économiques qui est très grave, très important, partout dans le monde, y compris en Suisse. En Suisse, j'aime bien le répéter, on a 500 000 millionnaires, dont 47 milliardaires, 2 de plus depuis 2020. Et puis parallèlement, on a 700 000 personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, dans un des pays les plus riches du monde. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. Et bon nombre de tous les maux qu'on a évoqués découlent en fait de ces inégalités-là. Donc c'est clair que c'est pour ça que je suis dans le parti dans lequel je suis, c'est que j'ai effectivement, en tant que climatologue, experte, alors je maîtrise bien mes dossiers, ça c'est peut-être aussi quelque chose qui peut inspirer confiance à mes potentiels électeurs, c'est que je suis consciencieuse, je maîtrise les dossiers, j'ai cette expertise effectivement, mais au-delà de ça, il y a ces valeurs vraiment humaines, ces valeurs de cœur, qui sont fondamentales, une fois de plus, pour nous permettre à tous de vivre bien, mieux et longtemps tous ensemble. C'est une belle conclusion. Valentine Piton, merci d'avoir participé à cet épisode de Femmes Fédérales. C'est moi qui vous remercie 1000 fois pour le temps à disposition. Mais merci à vous, et puis on passera au prochain. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup.